Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de chimie organique. On va parler des azotes en chimie organique. Juste avant, je tenais à vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur la vidéo. Je sais pas trop quoi faire de la suite de la chaîne. J'ai eu beaucoup de commentaires super sympas, super gentils. J'ai pas encore répondu à tout le monde à l'heure où je tourne cette vidéo, mais ça m'a déjà mis un beaucoup de boost. Du coup, j'ai déjà tourné une vidéo sur tout ce qui est pK, hyperconjugaison. Là, je vais du coup en tourner une seconde et j'ai d'autres trucs que j'ai envie de tourner. Donc bon, voilà, merci beaucoup, ça m'a vraiment mis un coup de boost. Aujourd'hui, du coup, on va parler des azotes en chimie organique parce que c'est un truc qui est théoriquement pas formellement en programme, dans le sens où c'est pas écrit noir sur blanc, faites un cours sur les azotes. Maintenant, ça arrive extrêmement souvent de simplement tomber dessus en exercice. Et en gros, je vais essayer ici de faire une sorte de tour d'horizon des différentes choses qui peuvent tomber sur les azotes, des différentes choses qui peuvent arriver. Donc, dans un premier temps, on va essayer de traiter tous les cas où on a des bases azotées. En fait, bon, ouais, dans un premier temps, on va traiter dès qu'on a des bases azotées. Hop. Et on va faire globalement un rapide tour d'horizon avec les comparaisons oxygène-azote. Hop. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser ensuite à deux, voire trois cas particuliers. D'abord, toujours dans la comparaison oxygène-azote, on va comparer une alpha-énone avec un alpha-nitrile, donc une molécule qui va ressembler à ça. On va également comparer tout ce qui va être des acétalisations pour transformer des aldéhydes ou des cétones en une imine et ensuite former des énamines, donc l'analogue bénolate. Donc on va passer de ça à ça, voire à ça. Super. Et ensuite, éventuellement, dans un dernier temps, on parlera de la nucléophilie des azotes. Et du coup, on verra rapidement un exemple vite fait de synthèse dans lequel l'azote est utilisé comme nucléophile, même s'il n'y a pas grand chose à dire sur cette partie-là. Nucléophilie. Ok. Du coup, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'azote, c'est avant tout en fait un composé, plutôt un atome qui ressemble beaucoup à l'oxygène. Il a beaucoup de propriétés qui sont communes. Alors, certes, c'est légèrement différent, notamment parce que du coup, il a que 5 électrons autour de lui, donc il va généralement avoir une valence de 3 et un doublé non liant, parce qu'il est un peu moins électronégatif. Mais globalement, on a quand même quelque chose qui est proche de l'oxygène. Et la plupart du temps, quand vous serez en exercice, il faudra vous dire que l'azote, c'est l'oxygène. C'est un oxygène juste légèrement modifié. Ces petites modifications, finalement, en gros, c'est que l'idée, c'est que du coup, l'azote va être en fait plus nucléophile que l'oxygène, et du coup, il va être plus basique. Alors pourquoi est-ce qu'il est plus nucléophile? Ça, c'est un truc que j'en suis rendu compte bien plus tard, que l'azote était plus nucléophile que l'oxygène, mais c'est simplement parce qu'en fait, il est moins électronégatif. Alors, c'est pas un truc qui m'était apparu tout de suite, mais en gros, l'idée, c'est que globalement, quand on pense à des trucs qui vont être nucléophiles, on pense souvent à des trucs très électronégatifs, et du coup, on a tendance à faire l'amalgame électronégatif égale nucléophile. Parce qu'en fait, quand on pense à des nucléophiles atomes, ça va être des F-, ça va être des OH-, des Cl-. C'est que des histoires qui sont extrêmement nucléophiles, que des atomes, qui sont extrêmement électronégatifs. Et en fait, ce qu'on rate, c'est que ces atomes sont justement. Alors, en fait, bon, ok, je vais essayer de redire ça de manière un peu claire. L'idée, c'est que le fait qu'ils aient beaucoup d'électrons les rend nucléophiles, et le fait qu'ils aient beaucoup d'électrons, c'est parce qu'ils sont électronégatifs. Mais le fait qu'ils sont électronégatifs, malgré tout, ça va venir diminuer leur nucléophilie. En gros, par exemple, vous prenez le fluor. Le fluor, il se situe donc dans tout à droite du tableau périodique des éléments, donc juste à côté du néon, et puis juste à côté de l'oxygène. Après, vous avez l'azote. Donc là, vous avez comme ça une petite colonne d'éléments. Le fluor, du coup, il se situe tout à droite, donc ça veut dire qu'il a beaucoup d'électrons, parce que du coup, il a sa sous-couche qui est quasiment pleine. Et comme il a sa sous-couche qui est quasiment pleine, il va essayer de récupérer des électrons en plus. En plus, il va être très électronégatif, cet atome-là. Il a quasiment 4 sur l'échelle de Pling. Voire même 4, je crois, environ, sur l'échelle de Pling. Et du coup, c'est fait qu'il va très facilement avoir beaucoup d'électrons, parce que de base, il va en avoir 7 en valence, et il peut très très vite monter à 8 si jamais on fait du F-. Et donc le fait qu'il ait autant d'électrons, c'est ça qui le rend en partie nucléophile, parce que du coup il a les doublés non ions qui sont disponibles, et ça c'est bien lié au fait qu'il soit électronégatif. Mais du coup il a aussi une fâcheuse tendance, cette fâcheuse tendance c'est de vouloir garder ses électrons à lui. On voit que ça va être lié à des histoires de pK et des acides bases, parce que du coup la basicité c'est globalement de la nucléophilie sur des H. Et donc en fait on voit que du coup le fait qu'il soit très électronégatif, ça fait qu'ok il a beaucoup d'électrons de base, mais il va avoir tendance à vouloir les garder ces électrons. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on attend d'un nucléophile, puisque le nucléophile on attend qu'il ait un surplus d'électrons, et donc il les donne. Et donc en fait, on voit que le fluor, ça va être un nucléophile pas si bon que ça. Parce qu'ok, il a pas mal d'électrons, du fait qu'il soit électronégatif et que du coup il en accapare pas mal. Mais en parallèle, du fait qu'il soit électronégatif, il les donne pas tant que ça. Donc en fait, ce fluor, c'est pas un si bon nucléophile que ça. De la même manière, on peut du coup se rendre compte que l'oxygène, c'est un nucléophile un peu meilleur, mais pas super bon non plus. Et du coup, l'azote, ça va être en fait un nucléophile meilleur que l'oxygène. Donc en fait, en termes de nucléophilie, on a azote meilleur que oxygène, meilleur que fluor.
D'ailleurs, globalement, si on continue de réfléchir comme ça, on peut donc se dire qu'en fait, n'importe quoi qui possède un doublé non liant et qui n'est pas du tout électronégatif va être un super nucléophile. Parce que du coup, ça va être quelque chose qui a naturellement des électrons à donner, puisque du coup, s'il a un doublé non liant, donc il est nucléophile. Et en parallèle, si jamais, surtout s'il n'est pas engagé dans de la mésomérie, hein, et en parallèle, on a quelque chose de pas du tout électronégatif, donc il va avoir aucun problème à filer ses électrons. Du coup, si en fait on descend la colonne de l'azote, on va tomber sur le phosphore, qui est un super nucléophile. J'essaie de faire une vidéo sur le phosphore bientôt. Et si on continue de descendre, on va trouver l'arsenic. Puis si on continue encore de descendre, on va tomber l'antimoine. Et arsenic et antimoine, c'est deux composés qui sont extrêmement toxiques. Et je pense que c'est grandement lié au fait que du coup, ce soit des composés qui soient extrêmement nucléophiles et donc qui attaquent vraiment très facilement n'importe quoi. Du coup, voilà, ça c'est le premier truc à retenir. Pourquoi est-ce que je parle de ça maintenant, alors que je vous dis que je parlais de la nucléophilie de l'azote à la fin? Parce que comme je vous ai dit, nucléophilie et basicité, c'est plutôt lié. Puisque du coup, globalement, avec ce qu'on vient de dire là, puisque l'azote est plus nucléophile, il va être de base plus basique. On retrouve un résultat de la vidéo précédente, à savoir que si vous prenez NH2-, vous allez avoir un pK d'environ 33-36. Alors que si jamais vous prenez OH-, vous allez avoir un pK seulement de 16-18. Merde, ça prend pas très bien. Hop. Et si jamais vous prenez du F-, vous allez carrément avoir un pK qui est autour de 2. Donc on a bien les biens ici, le fait que du coup l'azote est beaucoup plus basique que l'oxygène, qui est même plus basique que le fluor. Et on pourrait encore un peu plus loin en mettant le carbone, bien sûr. Ok, mais du coup il n'y a pas que ça. Parce que ça, c'est si vous voulez, ça c'est la première basicité de l'azote. C'est la basicité du couple NH2-, NH3. Et donc autour de 33-36. Mais il y a une deuxième basicité, c'est celle de NH3, NH4+. Et du coup, autant pour l'alcool, H2O, H3O+, c'est 0. Autant pour le fluor, passer de HF à H2F+, ça va être très 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 bas. Autant en fait, passer de NH3 à NH4+, c'est pas si bas que ça. Parce qu'en fait, on va être un pK autour de 9. Et du coup, ça c'est un premier truc à noter, donc j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le pH, c'est que du coup, tout ce qui va être, dès qu'on va se trouver en pH en dessous de 9, on va se retrouver avec des NH4+, au lieu de se trouver avec des NH3, et du coup, on va complètement abandonner la nucléophilie de l'azote, ce qui est un premier truc à noter. Mais du coup, ça fait également qu'on a généralement en fait cette application de base faible, mais malgré tout avec un pH, donc en fait qui n'est pas une base inexistante mais qui est une base faible, c'est une application pas mal de l'azote, qui fait qu'en fait on va très souvent venir utiliser des composés azotés en tant que base faible, notamment quand on a besoin de déprotoner des trucs sans utiliser des bases ultra fortes. Donc je sais pas, c'est pour ça qu'on utilise souvent des bases azotées quoi. Notamment parce qu'on va rester en condition douce, ou parce que souvent, vous savez, on va arracher le classique H d'un alcool quand on mésyle ou qu'on tosyle pour éviter la formation de HCl. Et du coup, notamment parce que l'azote c'est une base qui est pas mal utilisée, il y a pas mal de cas dans lesquels on va se retrouver en fait avec des composés diazotés. Et il y a une question classique, c'est quel est l'atome d'azote le plus basique? Donc c'est des questions assez classiques. Je vais essayer de vous montrer quelques bases azotées de ce genre-là et de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut essayer de déterminer quelle base va être la plus basique. Alors ça rejoint encore un petit peu ce que je disais dans la vidéo précédente. Hein. Vous vous doutez, on va utiliser des formes mésomères pour essayer de regarder quelle va être la base la plus stable. Donc j'ai plusieurs exemples de bases ici à côté. La première que je vais donner, il faut juste que je dessine bien la molécule. Ça va être celle-ci. Donc ici, on peut se demander quel va être l'atome d'azote le plus basique. Alors du coup, globalement, il y a deux moyens de faire. Soit vous essayez directement de faire de la mésomérie et vous essayez de remarquer, en délocalisant vos doublés, quel atome d'azote finit chargé. Parce que du coup, ça veut dire que l'atome d'azote qui finit chargé, négativement bien sûr, c'est globalement l'azote le plus ami-dur de votre espèce. Et l'atome d'azote qui finit chargé positivement, c'est globalement votre ammonium de votre molécule. Du coup, celui qui finit chargé négativement sera votre plus basique. C'est votre première chose. Soit sinon, vous essayez en gros de faire capter des H à des endroits, genre si vous arrivez à stabiliser votre molécule. Bon, globalement, je considère que la technique la plus efficace, c'est juste purement de faire délocaliser des choses et d'essayer de voir que l'azote finit chargé. Ici, en fait, alors évidemment, les formes mésomères, à quel point est-ce qu'on les voit vite, à quel point est-ce qu'on les voit lentement. Perso, je trouve qu'il y a à peu près directement cette transformation qu'on a envie de réaliser, qui va directement venir former cette espèce-là. Il faut juste que je fasse le bon nombre de carbone, c'est toujours un grand souci. Hop. On voit qu'on arrive donc très facilement à former cette espèce-là. Et du coup, on peut en dire que l'atome d'azote le plus chargé, ça va être l'atome d'azote qui se situe ici à droite. Donc, et du coup, ça va être lui qui va être la meilleure base. Meilleure base. Ce qui est d'ailleurs du coup ici contraire au fait que pour la pyridine, on a un atome d'azote qui est dans un cycle, et pourtant le pK de la pyridine est abaissé par rapport au pK de l'amine. On voit que c'est l'inverse, le pK de cet azote qui est globalement de la pyridine est augmenté. L'idée c'est parce que du coup on a en fait une pyridine, mais avec un groupe d'honneur au niveau du noyau aromatique, un groupe mésomère d'honneur. Donc forcément on va venir exalter la base de notre espèce. Alors j'ai d'autres exemples. Un exemple extrêmement classique c'est le DBN. Lui pour le coup, vous avez des chances de le recroiser. Je sais pas trop pourquoi les gens aiment bien le DBN. Ça ressemble à ça. Hop. C'est pas à connaître par cœur, hein, du tout.
Et c'est 1, 2, 3, 4, 5. Hop, nickel. 1, 2, 3, 4, 5, super. Ok, donc ça ressemble à ça. Encore une fois, on peut essayer de se demander quel atome d'azote va être le plus basique. Du coup, vous avez capté la technique, on essaie de faire délocaliser les doublés, et puis on essaie ensuite, une fois qu'on a délocalisé les doublés, de voir si jamais on arrive à faire charger négativement en azote et à faire charger positivement en notre azote. Là, du coup, les doublés, encore une fois, on va les délocaliser de cette manière-là. Et du coup, on va venir obtenir, vous vous en doutez, un résultat similaire à tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, super. Un résultat similaire à tout à l'heure, savoir si c'est lui qui est le plus basique. Ce qui se retrouve chargé négativement. Globalement, on voit que tous les azotes qui sont liés de base à une double liaison, donc en gros tous les azotes qui ressemblent à ça, vont pouvoir facilement être très basiques, parce qu'il suffit d'avoir un petit groupe d'honneur en alpha, pour pouvoir immédiatement venir délocaliser la double liaison en N-, en fait. Donc, voilà. Alors un petit dernier exemple, juste pour le kiff, mais après je pense que vous avez capté, ça va être si on prend un truc de cette forme-là. Exactement ce que je viens de vous dire. Hop. On prend un NH2 et juste à côté on met une double liaison NH. Mais encore une fois, on a la délocalisation qui est possible. On va donc former l'équivalent d'un ammonium et l'équivalent d'un amidur. Hop, et donc on va de nouveau trouver l'atome d'azote le plus basique. Ok, donc ça c'est les questions qui sont pas méga compliquées. Maintenant ça arrive souvent de tomber dessus, notamment le DBN, vous risquez de le recroiser si vous l'avez pas déjà croisé. Et c'est des trucs qui sont à savoir faire rapidement. Ok. La deuxième partie maintenant, ça va être concernant d'autres composés azotés. Donc celui que j'ai choisi c'est celui-là. J'ai donné un exo il y a pas longtemps où il y avait ce truc là qui apparaissait en synthèse. Ce truc là, on peut se demander si c'est un nucléophile ou un électrophile, on peut réfléchir très longtemps. Et on peut se demander pendant pas mal de temps quelle est la réactivité de cette molécule. Alors dans le cas de l'exercice que j'ai filé, en fait c'était essentiellement un électrophile. On le voyait parce qu'en gros on avait un composé qui ressemble à ça. Qui était même précisément celui-là. Et on transformait ce composé en ce composé là. Où est-il? Et là on venait caler 1, 2, alors 1, 2, 3. Bon, j'ai pas fait la liaison comme il faut, mais enfin, j'ai pas fait la triple liaison toute droite, mais en gros, on venait caler essentiellement ce composé-là. Donc, bon, du coup, on pouvait assez facilement se douter que là, on a un nucléophile ici, parce qu'on a un truc qui ressemble globalement à une dicétone. Donc, on sait qu'on va pouvoir facilement former un enolate et puis venir attaquer là. On peut d'ailleurs voir, du coup, visiblement, on a attaqué ici sur le site terminal de cette espèce. Donc on peut se douter que c'est un électrophile aussi. Maintenant, bon, on peut quand même patauger un certain temps en voyant ce genre d'espèce-là. Et en fait, l'idée, c'est que, rappelez-vous, quand on a des composés qui sont azotés, on remplace par des oxygènes et ça nous donne globalement une grande idée de la réactivité de la molécule. Si ici je remplace par un oxygène, ça me donne ça. Et là, on reconnaît quoi? On reconnaît une alpha-énone. Or, les alpha-énones, c'est au programme. On sait les former à base d'aldélisation-crotonisation et on sait réagir dessus à base d'addition de nickel. Donc l'addition de nickel, on sait que c'est globalement ce composé-là est électrophile, qu'il y a deux sites particulièrement électrophiles, un site ici en 4, un site ici en 2. On sait que le site en 4 va plutôt être utilisé quand on se trouve sous contrôle orbitalaire parce que c'est le site le plus mou, et que le site en 2 c'est le site le plus dur et qu'il est plutôt utilisé sous contrôle de charge. Alors si jamais vous savez pas ce que c'est mou et dur, je vais pas rentrer ici dans les détails, peut-être j'en parlerai un jour, ça pourrait être cool que j'en parle un jour. Mais en gros, globalement, en prépa, on réagit sur les sites ici en 4, majoritairement, sauf qu'on a des trucs genre métalliques avec du lithium, dans le cas on réagit en 2. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Ici, à partir du moment où on se souvient, du coup, on arrive à faire l'analogie avec l'alpha-énone et où on connaît la réactivité de l'alpha-énone, du coup, il n'y a aucun problème. Ici, c'est pas vraiment une alpha-énone, alors je sais pas, on peut peut-être appeler ça un alpha-énitrile, j'avoue que je connais pas le nom de cette espèce-là. Mais vous voyez que la réactivité, elle est parfaitement similaire en fait. On va retrouver ici deux carbones électrophiles, un carbone là et un carbone là, un carbone en 4, un carbone en 2. Et du coup, par analogie avec l'alpha-énone, on peut se douter que le site en 4, ça va être le site le plus mou, et donc le site sur lequel tout ce qui va être réactif nucléophile carboné va attaquer, et que le site en 2, ça va être le site le plus dur, sur lequel tout ce qui est réactif métallique va attaquer. Ici, l'énolate, c'est plutôt un nucléophile mou, donc on peut se douter qu'on va venir attaquer en 4, ou dans le pire des cas, puisqu'on est dans le cadre du programme de prépa, on va venir globalement toujours attaquer en 4. Sauf quand c'est très indiqué qu'il faut attaquer en 2. Ok, donc ça vous voyez que c'est encore un truc qui paraît pas forcément évident du tout. Et j'ai vu des gens paniquer un peu sur ce genre d'espèce, me le faire attaquer typiquement à cet endroit-là. Je vais des gens me le faire attaquer en 3 ici. Limite, je l'ai pas vu, mais je pense que si je le donnais suffisamment, j'aurais même pu avoir des gens qui me l'auraient fait attaquer sur l'azote en 1. Alors ça paraît un peu débile, hein, mais techniquement, on voit qu'on peut derrière venir délocaliser la triple en 2 doubles et ensuite venir délocaliser la double ici en double non liant. Donc techniquement, ce site-là est de toute manière électrophile. Hein. Si vous regardez les orbitales, cette histoire-là, enfin ce site-là est électrophile. Mais bon, vous voyez que si on panique pas, forcément ça nous apparaît évident qu'il faut attaquer en 4. À la fois parce qu'on a le produit bien sûr, mais même sans avoir le produit, même si je vous cache toute cette partie-là. Normalement, vous pouvez voir qu'il faut attaquer en 4, tout simplement par reconnaissance d'analogie avec le phénomène.
Il y a un troisième truc qui tombe souvent, avant de parler un peu de la nucléophilie, ça va être quand on va passer donc, de cétone à des imines en fait. Donc en gros du coup une cétone, bon bah, normalement vous voyez tous ce que c'est, alors ça peut être cétonaldéhyde, hein. Et on va du coup transformer cette espèce en imine. Alors une imine en gros c'est l'analogue d'une cétone. Donc c'est un truc avec une double liaison CN. C'est un tout petit peu différent la cétone parce que l'imine en fait on est un peu plus libre, parce que du coup sur ce site là j'ai mis un H mais en fait ça peut être n'importe quoi. Donc en fait de manière plus générale c'est juste NR. Mais R qui peut être une carbonée ou un H. Parfois c'est même une sulfinimide où du coup on a un soufre avec double liaison SO et puis une petite liaison carbonée en plus. Ça c'est pas mal utilisé pour de l'aldolisation asymétrique. Je rentrerai pas forcément dans le détail dans cette vidéo parce que j'ai prévu de faire un petit truc sur l'aldolisation des vannes. Mais bon, donc globalement on va former des imines. Le gros avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on a formé l'imine, en fait on est capable d'aller à l'énamine sans trop de problème et en restant dans des conditions douces. Parce qu'évidemment la galère c'est que là pour former un énolate, c'est-à-dire pour former votre nucléophile, bah, vous êtes obligé de mettre une base forte, genre de pK au moins, ce qui est relou. Alors éventuellement on peut se débrouiller en mettant une base faible, genre de la triéthylamine, et un activateur acide de Lewis, genre TiCl4 par exemple. Maintenant ça reste un métal, ça reste relou, ça reste globalement des choses qu'on essaie d'éviter. Alors évidemment quand on en prépa c'est pas des choses qui nous, c'est pas des problématiques qui nous touchent beaucoup, mais en pratique en synthèse on essaie d'éviter d'avoir recours à ce genre d'espèces assez toxiques, plein de chlore et puis ce genre de métaux. Donc on pourrait mettre du coup du TiCl4 plus base faible, hein, pour former un élate. Sinon, on peut du coup passer par l'imine et l'énamine, et c'est un truc qui en pratique se fait pas mal dans le vivant, où du coup vous avez pas mal d'enzymes, enfin en tout cas je suis tombé sur en exo, je sais que ça existe, alors je suis pas du tout expert en bio, j'ai jamais fait bio, mais je sais que sans pouvoir citer aucun nom d'enzyme, il y a des enzymes qui permettent de passer par des imines puis des anamines. L'idée c'est donc on va passer de cette cétone à eh bien, cette imine là, et ensuite cette imine là elle va se transformer, simplement par tautomérie, hein, en énamine. Et ça, bingo, bah, c'est nucléophile, parce que là, globalement, vous reconnaissez un énolate. Alors, peut-être pas tout à fait, hein, mais c'est globalement un énolate. Parce que du coup, bah, ensuite, il suffit juste de rabattre le doublé, et vous obtenez un carbanion stabilisé. Enfin, là, plutôt, vous avez un carbanion stabilisé, en rabattant ce doublé, vous obtenez un carbanion qui est prêt à réagir. Alors, du coup, la question, c'est comment former ce genre de truc. C'est un peu touchy de former ce genre de truc, parce que techniquement pardon, on va se placer en catalyse acide. Maintenant, si vous vous souvenez bien, on avait dit qu'il fallait jamais trop se placer en milieu acide avec les azotes, parce que sinon on se retrouve toujours embêté, parce que du coup on a un ammonium et c'est plus nucléophile. Et c'est pour ça qu'en fait on se place juste en catalyse acide, c'est-à-dire pas en milieu acide, juste avec un petit peu d'acide. En fait ça veut dire qu'on se place en gros à pH 9 ou 10, hein, donc on n'est pas non plus en pH très très acide. Mais en gros si vous n'êtes pas en pH 14, votre truc va se faire. Donc vous prenez votre cétone, vous rajoutez, alors là je vais rajouter du NRH2, et on va se placer avec légèrement un peu de H+. Donc on est d'accord, hein, ça veut dire qu'on est à pH supérieur à 9. Hein. Donc c'est pas non plus très très gros la catalyse. Mais techniquement il y a un peu de H+, on a 10 puissance, pas beaucoup, 10 puissance 5. Il y en a quand même, 10 puissance 9 pardon, il y en a pas beaucoup mais il y en a quand même un petit peu. Donc on va quand même pouvoir venir réagir de manière catalytique. Et on veut obtenir quoi? On veut obtenir du coup ce qu'on veut obtenir, c'est-à-dire l'imine. Et si vous regardez, qu'est-ce qu'il faut qu'on obtienne? On va obtenir de l'eau, parce qu'on va virer un oxygène, on va virer des hydrogènes. Là, vous voyez qu'on vient de remplacer une double liaison C hétéroatome, donc ici c'est O, par une autre double liaison C hétéroatome. Et on a viré de l'eau. Ce genre de réaction, c'est censé un peu vous faire tilt sur le fait qu'on va taper un truc qui va être de l'acétalisation. Parce que globalement, l'acétalisation, vous partez d'une double liaison C hétéroatome, ou alors d'un C qui est lié à deux hétéroatomes, hein, ça peut être, enfin vous voyez que ça peut être un carbone qui est lié par une double liaison au même hétéroatome, ou un carbone qui est lié par deux liaisons différentes à deux hétéroatomes différents. Dans tous les cas, on a quelque chose ici de complètement similaire, c'est-à-dire un carbone lié par une liaison double de liaison à des hétéroatomes. Et ce genre d'interconversion, donc le fait de passer d'une COO à deux CO simple, en fait c'est de l'acétalisation. Et alors même si là du coup formellement on forme pas un acétal, hein, parce qu'on forme une imine, donc je sais pas si on pourrait appeler ça une élimination, mais ça va être un mécanisme parfaitement rigoureusement identique à ce qu'on fait. Réellement, je veux dire en termes de compréhension un peu fine quoi. Alors bon bah du coup le mécanisme vous le connaissez, normalement si vous connaissez votre cours d'acétalisation, on commence, je vais uniquement écrire, alors évidemment tout est renversable, très important d'écrire que tout est renversable, parce qu'ici on fait de la catalyse. On va avoir une acide base, je vais pas forcément écrire toutes les flèches, allez je vais écrire toutes les flèches. Donc commencez par avoir une activation, parce que vous êtes en milieu acide de votre espèce. Ensuite vous allez avoir une addition nucléophile, et bien donc de votre azote. Hop. Cette addition nucléophile, elle va donc permettre de former, alors du coup c'est plus doublé pardon, un ammonium et un alcool. Ensuite vous, de toute manière là vous savez que vous allez déprotoner bien votre ammonium par acide base.
Alors là, vous pourriez tenter de directement faire partir du OH- parce que vous êtes en milieu relativement basique. Dans l'idée, on va toujours essayer de, par un peu principe de catalyse, hein, quitte à multiplier les étapes, essayer de diminuer au maximum les barrières d'activation de chaque étape. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va plutôt faire capter ce H+ en fait par l'oxygène. De nouveau par acide base. Hop, pour du coup obtenir ce composé là. À partir de là, vous n'avez plus qu'à rabattre votre doublé pour éliminer. R, pardon, et H. Plus H2O. Et enfin, rendons au milieu ce qu'on a pris au milieu. Faisons une acide base pour recapter le doublé sur votre azote. Et former votre imine. Ce qui est très important, c'est que comme toutes ces réactions sont renversables, si jamais vous avez un côté qui est plus encombré que l'autre, le R de votre imine va se mettre en opposition par rapport au côté le plus encombré. Donc c'est-à-dire que si jamais vous avez un truc qui ressemble à ça, donc voilà un R1 quelque part, bah, du coup vous allez beaucoup plus obtenir ce produit-là, ce produit de couche. Parce que ce produit-là diminue la générique, et comme tout est renversable, vous placez ce contrôle thermo. Ok, super. Donc là, du coup, on vient de voir comment former des imines. À partir de là, du coup, il n'y a plus que la tautomérie cétonolique pour passer de l'imine à l'inamine. Donc rien de très très compliqué à ce niveau-là. Hein. Simplement, vous partez hop, de votre imine, et puis de l'imine, vous pouvez carrément écrire tautomérie cétonolique, alors encore une fois, c'est renversable. Si jamais vous posez la question du mécanisme, ça dépend si vous êtes en milieu acide ou si vous êtes en milieu basique. Si vous êtes en milieu basique, vous allez commencer par arracher le H, passer par la mi-dure, puis la mi-dure devenir capter un H. Et si jamais vous vous placez en milieu acide, vous allez commencer par plutôt capter un H, puis ensuite rendre un H au milieu. Donc je vais quand même écrire le mécanisme, parce que c'est un truc qu'on écrit vraiment jamais, et c'est cool de le voir au moins une fois. Si on est en milieu basique, hop, on va venir commencer par arracher avec une base le H qui est là. Vers cette base. Et ensuite, le truc là va venir recapter le H pour faire une deuxième acide base et venir former votre énamine. Si jamais à l'inverse vous êtes en milieu acide, vous allez plutôt commencer par capter des H parce que vous en avez plein dans votre milieu. Hop là. Donc encore une fois, c'est base 1. Et ensuite, vous allez plutôt virer un H dans le milieu pour récupérer votre doublé. Voilà. Donc c'est strictement identique. Dans tous les cas, on obtient la même chose. C'est la soir l'énamine. Ça pour le coup c'est une étape qui se fait assez bien, pour le coup pas besoin de base très très forte pour le faire, la tautomérie c'est très bien, et à partir de là du coup vous avez un nucléophile qui est du coup super pour venir attaquer. Une fois que vous avez attaqué avec ce nucléophile, en fait du coup c'est très simple, comme vous êtes en milieu acide et qu'il y a de l'eau, vous pouvez simplement venir rétroacétaliser, et du coup en gros ça revient littéralement à passer par de la catalyse, hein. Puisque du coup, si vous voulez, donc imaginons que je mette un électrophile quelconque maintenant dans le milieu, donc je vais appeler E+ mon électrophile, et puis que je le mette avec mon énamine. Bah, j'ai plus qu'à hop, hop, passer bien par addition nucléophile par ce truc là. Et ensuite on va dire qu'on fait une petite acide base pour rendre le H au milieu. Donc là super, on vient de réaliser notre aldolisation. Et ensuite à partir de là, on n'a plus qu'à rendre, à retransformer en fait l'imine en cétone. Et du coup ça c'est très simple, globalement ça va être une rétroacétalisation. Alors je sais pas si je vous écris tout, mais en gros du coup vous allez capter un H, additionner votre eau, donc par acide base, additionner votre eau, refaire une acide base, éliminer, refaire une acide base, et puis vous avez fait votre produit quoi. Donc c'est littéralement une rétroacétalisation. Et vous allez évidemment reformer votre amine. Donc il faut plus H2O, milieu acide a priori, en tout cas catalyse acide. Alors évidemment, si vous êtes en milieu acide, vous allez complètement hydrolyser votre truc. Si vous êtes en milieu, bon, pas trop basique, on va dire genre pH 10, vous avez des chances d'avoir de toute manière tout qui va être renversable. Maintenant, même si tout est renversable, ça va pas vraiment changer votre affaire, parce que votre équilibre est quand même déplacé en faveur de l'acétone. Et bien sûr, si jamais vous êtes en milieu très acide, votre réaction n'est pas renversable, parce qu'à la fin vous allez avoir une acide base non renversable, vous allez former l'ammonium, et l'ammonium ensuite il n'y a plus de nucléophile, donc tout va être renversable tout le temps sauf la dernière étape. Donc in fine, le truc n'est pas. Et du coup, vous reformez ça. NH2R plus. Ok. Cette étape-là, du coup, c'est un peu fin, parce que techniquement, on a fait une aldolisation, sauf que du coup, on est resté en conditions très douces, parce qu'on est resté en pH 9-10.
Et alors on pourrait tenter de passer par l'énol, c'est le petit truc à faire en général quand vous devez aldolyser et que vous n'êtes pas en milieu basique, passer, où il n'y a pas non plus d'acide de Lewis et tout pour activer, il faut passer par l'énol et puis vous réagissez. Là techniquement, comme j'ai dit, on a fait de la catalyse, c'est-à-dire qu'au lieu de partir, donc là on est parti de ce réactif là, on est arrivé au produit qui était là, donc ça c'est nos coordonnées réactionnelles, et ça c'est notre énergie. Et puis au lieu de faire juste un gros bond avec une grosse étape acide base très dure à faire, puis une étape d'addition pas très dure à faire, une grosse étape d'acide base très dure, puis une petite étape d'addition et de revenir au produit, nous on a plutôt fait plein de petites étapes qui sont indépendamment pas très compliquées. Donc on a plutôt fait ça. Donc on a catalysé, super. Ok, top. Et du coup là on a quasiment fini sur les azotes. Il y a un autre truc dont je voulais parler, c'était concernant la nucléophilie des azotes. Donc là pour le coup je vais prendre un rapide exemple de synthèse, je vais juste la rechoper sous les yeux, où eh bien, on utilise un azote nucléophile. Comme on a vu, l'azote c'est quand même plus nucléophile que l'oxygène, donc c'est vraiment pas un nucléophile à oublier et à négliger surtout. Quand vous avez également des azotes et des oxygènes dans le milieu, donc typiquement amine, alcool, du coup on n'oublie pas que l'amine va réagir de manière prioritaire, parce que simplement c'est un meilleur nucléophile. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié de dire, mais c'est aussi lié au fait que du coup, ce soit un meilleur donneur de doublé, le fait que ce soit moins électronégatif l'azote, forcément ça donne mieux son doublé, et donc eh bien, ça est un meilleur groupe mésomère donneur. Voilà, tout simplement. Ok, alors du coup, un exemple tout bidon, alors c'est probablement pour faire un médicament de je sais pas quoi, apparemment c'est. J'en sais rien. J'en sais rien, c'est pour faire un oseltamivir. Super. Bon bref, c'est un médicament certainement très utilisé. C'est une synthèse qui a été réalisée par le chimiste Corée. Il y a un petit gars dont on trouve souvent le nom, chimiste organisant des années 70. Ok, en gros, bon, on va partir du coup de ce produit-là. Vous voyez que vous reconnaissez globalement une amide, même si vous avez du NH2, donc peut faire mieux. À côté, là, vous avez un petit groupe avec une double liaison. Typiquement, on se doute bien qu'on peut former ce genre de choses par une dilsalder assez facilement. Ce qui se passe, c'est qu'on va venir caler du I2. Alors, je sais plus si j'avais fait une vidéo sur la bromation de double liaison. Dans le pire des cas, j'ai dû en parler quand j'ai fait une vidéo sur les alcènes. Si jamais je ne l'ai pas fait, je le ferai, promis. Essentiellement, allez, je le montre très vite fait, mais en gros, vous prenez une double liaison, vous rajoutez du I2. Hop. Et en gros, double liaison, merde, on voit pas. En gros, double liaison, elle a le bon goût d'être à la fois nucléophile et électrophile. Et ces deux iodes-là, en fait, ils sont aussi pas mal électrophiles, parce que chacun peut faire office de bon groupe partant, parce que vous allez dégager du I- si vous tapez dessus. Du coup, en gros, vous allez venir taper sur un iode pour dégager du I-. Et en parallèle, là, du coup, maintenant, vous avez un I ici avec un carbocation là, donc vous n'allez pas vous laisser faire comme ça, vous allez réattaquer. Du coup, vous allez obtenir du I- plus cette espèce-là. Donc, alors, normalement, c'est bromonium quand on a un brome, donc ici, ça va être un iodonium, je suppose. Et en gros, vous allez avoir équilibre entre ces deux formes-là. Donc la forme carbocationique et la forme iode positif. Voilà. Bon, ici du coup je vais le représenter avec la forme iode positif. Mais techniquement vous avez un équilibre entre ces deux formes. Ce qui va se passer après, c'est que du coup on va venir en gros attaquer avec l'azote. Donc on va venir en gros attaquer comme ça. Hop. Pour du coup arriver à un composé qui ressemble à ça. Alors, attention, je dois dessiner deux cycles l'un dans l'autre. Ça va être un peu galère. Je vais avoir bam, bam, bam et bam. Si je dis pas de conneries, ça ressemble à ça. Super. Donc là évidemment j'ai du NH2, donc là du coup j'ai du NH2+. Évidemment on peut se douter derrière qu'on va avoir une sorte de petit acide base pour virer un H là, et puis on peut se douter que, bon après on peut pas se douter, mais bref, et en plus dans le sud de la synthèse on va venir chauffer un truc, donc on va venir former ici une double liaison. Hop. Et puis après on peut même s'amuser à, donc on a, merde, ah putain on voit que dalle, désolé je suis trop con. Ok, essentiellement du coup pardon ce que j'ai fait, c'est qu'une fois qu'on a ce composé là, on a du coup fait une acide base pour repasser du coup de l'ammonium à l'ammoniac, et en parallèle, enfin du coup de l'aminium à l'amide, et ensuite en même temps on a tapé, pardon, on a mis une base forte pour éliminer l'iode et reformer une double liaison. Avec le H qui est derrière bien sûr. Super. Ok, bon, et en parallèle, après une fois qu'on a ça, bon, là, particulièrement dans la suite de la synthèse, il rajoute genre de l'anhydride d'acide pour ensuite carrément aller jusqu'à ce composé là. Mais ça limite, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Évidemment, tout ça, je suis censé lui mettre un azote au bout, super, et puis globalement, il s'invente comme ça. Mais bon, ça limite, c'est un point de détail. Ok, bah du coup, vous voyez que ça fait une trentaine de minutes et qu'on a globalement fait tout ce qu'on pouvait faire sur les azotes. Donc maintenant, je vais faire un rappel de récap, hein, bien sûr. Mais là, globalement, maintenant, si jamais vous croisez un azote quelconque en chimie organique, vous êtes censé savoir à peu près comment ça marche, à peu près quoi faire. Vous êtes pas censé être perdu.
On a vu que l'azote, c'était du coup en termes de particularité, on a vu que c'était globalement un oxygène, mais qui était plus nucléophile et plus basique, car moins électronégatif, mais que malgré tout il avait été doublé. On a même pu du coup déduire que tout ce qui est phosphore, antimoine, arsenic vont être encore plus nucléophiles, parce que du coup ils ont également doublé et qu'ils sont encore moins électronégatifs. À partir du moment où on a vu ça, du coup on a commencé par utiliser les propriétés basiques de l'azote, et plus particulièrement pardon, les propriétés basiques de l'amine et de l'ammoniac, pour du coup essayer d'expliquer oui, non, parce que c'est simplement une base faible qui va souvent être utilisée eh bien, en milieu organique. L'amine dure, base forte, qu'on va souvent utiliser sous forme de LDA parce qu'elle est peu nucléophile. L'ammoniac ou l'amine, base faible, qu'on va souvent utiliser parce que c'est une base faible qui est dans des conditions relativement douces. On a vu qu'il y avait tout un tas d'exos dans lesquels on pouvait essayer de trouver l'atome d'azote le plus basique quand on en avait deux. Globalement, ça va être celui qui est lié à une double liaison carbone, azote. Sinon, globalement, si jamais vous voulez pas retenir de règle générale, juste faites un peu de mésomérie et vous trouverez directement quel est l'atome d'azote chargé négativement. Ça vous indiquera quel est le plus nucléophile. On a également pu voir que du coup, l'azote, si jamais vous étiez perdu sur sa réactivité, essentiellement vous échangez avec des oxygènes et ça vous donne beaucoup d'informations. Donc par exemple sur ce genre de composé, dès lors qu'on remplace par des oxygènes, on se rend compte qu'en fait on a une alpha et non, et du coup à partir de là, on n'est plus trop perdu. On sait que ça va être un truc électrophile en site 4. Parmi les trucs aussi extrêmement classiques, du coup on a pu voir comment est-ce qu'on pouvait passer d'une cétone à une imine puis une énamine pour réaliser une aldolisation en conditions douces. Donc c'est l'une, en gros, il y a 3 techniques pour réaliser une aldolisation. En gros, hein, enfin, moi j'en oublie une, mais globalement, soit on met une base forte, on déprotège, et puis voilà, c'est la technique bourrine. Soit on met un acide de Lewis et une base faible pour déprotéger en conditions douces, mais il y a l'acide de Lewis et tout, c'est pas fou. Parce que c'est métallique, souvent c'est toxique. Soit du coup, vous passez par un imine, puis ensuite une énamine. Du coup, pour ça, globalement, vous vous placez en milieu, évidemment pas trop acide, sinon votre amine elle se protonne et vous avez plus du tout de nucléophile. Mais quand même, vous vous placez pas en milieu trop basique pour catalyser un petit peu. Et puis essentiellement, vous réalisez une réaction d'acétalisation pour former votre imine. Ensuite, vous réalisez un équilibre cétonylique pour former votre énamine. Et ensuite, eh bien, vous simplement faites votre aldolisation et vous faites une rétroacétalisation pour reformer eh bien, votre cétone. C'est ce qu'on a fait là. Globalement, ça vous fait un truc de catalyse. Super. Et enfin, du coup, comme on l'avait dit au tout début, l'amine c'est également quelque chose de plutôt nucléophile, voire même plus nucléophile que l'oxygène, donc quand même pas mal nucléophile. Et du coup, dans certains rôles de synthèse, ça peut faire office de nucléophile, à la fois eh bien, extramoléculaire et à la fois intramoléculaire. Dans ce cas précis, c'était intramoléculaire. Ok, bah voilà, donc c'est vraiment tout ce que j'ai raconté sur l'azote. Là, vraiment, on a fait le tour. Si j'oublie quelque chose, au pire, je ferai un petit complément, mais je crois que j'ai globalement fait le tour de toutes les fois où j'ai rencontré des azotes en chimie organique. En tout cas dans le cadre du programme de prépa. Il y a certains trucs que j'ai pas abordés. Maintenant, dans le cadre du programme de prépa, c'est quand même vraiment rare de tomber dessus. C'est tout ce qui est à base de N3, de N3-. Donc typiquement quand vous tombez sur des molécules, je sais pas trop, j'ai la place de le dessiner. Typiquement quand vous tombez sur des molécules qui ressemblent à ça là, avec du N2 comme ça, ou voir carrément, ouais, alors faut que je mette les bons doublés. En gros, quand vous tombez sur ce genre de choses là, ou carrément du N3. Donc que je dise pas de conneries, le N3 ça va être un truc qui ressemble à ça. Voilà, donc c'est des trucs qui peuvent sembler un peu barbares. Globalement, vous allez dégager du N2, là vous allez former un carbène ici, là vous allez former une amine ici. Il y a certaines réactions qui utilisent ça, donc notamment là, Bestmann-Oira. Et là, si je dis pas de conneries, ah pardon, ça c'est Stollinger. Et là vous avez du Bestmann-Oira qui utilise ce genre de choses. Alors je suis pas sûr de la prononciation, enfin de l'écriture. Et là c'est Stollinger. Si jamais vous voulez aller creuser, n'hésitez pas à creuser. De toute manière, je pense que j'en parlerai incessamment parce que ça met en jeu ces réactions du phosphore. Et j'ai envie de parler un peu du phosphore en chimie organique. Ça sert absolument pas à grand chose dans le programme de prépa, mais j'ai envie de parler du phosphore. Je pense que j'aurai sûrement une vidéo dessus incessamment. Et on parlera de ces deux réactions et de ces deux composés. Donc ce sera l'occasion de revenir un peu sur ces formes d'azote qui sont également présentes en chimie organique, mais peu présentes dans le programme de prépa. Ok, bah super, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Encore merci pour tout, vous êtes vraiment des boss. Et puis sur ce, bah, moi du coup je vous souhaite à la prochaine. Non, je vous souhaite à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Voilà, merci beaucoup.